Imagine que tu sois au restaurant avec des amis. Tu ouvres la carte, tu es en train de choisir ton plat, et là ton amie qui a perdu plusieurs kilos récemment te glisse à l'oreille que tout a changé pour elle le jour où elle a arrêté le gluten. Tu te retrouves alors avec la carte entre les mains, à hésiter, en te demandant si toi aussi tu devrais tout supprimer. Si tu te reconnais un peu dans cette scène, tu es au bon endroit. Sur cette première slide, tu vois le titre Le gluten démêler le vrai du faux, et c'est exactement ce que l'on va faire ensemble. Après, si l'idée est de t'aider à comprendre ce qu'est vraiment le gluten, ce qu'il fait dans ton corps, quand il pose un problème et surtout quand il n'en pose pas. Mon objectif est que tu puisses, à la fin de cette vidéo, faire des choix éclairés sans tomber dans les effets de mode ni dans les interdits inutiles. On va parler santé, digestion et aussi perte de poids, mais toujours avec du bon sens. Installe-toi confortablement, on commence. Pour bien avancer, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Sur cette slide, tu vois la question « Qu'est-ce que le gluten et une pâte qu'on étire entre les mains ?» Le gluten, ce n'est pas un poison mystérieux, c'est simplement une protéine que l'on trouve dans certaines céréales. Quand cette protéine rencontre de l'eau, elle forme une sorte de réseau élastique qui rend la pâte souple et extensible. C'est grâce à ça que la pâte à pain ou la pâte à pizza se tient bien, qu'elle gonfle et qu'elle ne s'effrite pas. Dans ton assiette, cela veut dire que tu retrouves du gluten dès qu'il y a du blé et tous ses dérivés, mais aussi dans l'orge, le seigle et souvent dans l'avoine qui peut être contaminée. Autrement dit, il se cache dans le pain, les pâtes, les biscuits, les viennoiseries et une bonne partie des produits de boulangerie. Garder cette base en tête va beaucoup t'aider pour la suite. Voyons maintenant le rôle du gluten en cuisine. Sur la slide, on te parle d'élasticité, de légèreté, puis de produits plus secs quand il n'y a pas de gluten. Cela illustre très bien ce qui se passe en vrai. Le gluten agit comme un squelette dans la pâte. Il donne du maintien, de la souplesse, cette texture un peu caoutchouteuse qui permet d'étirer une pâte sans qu'elle casse. C'est ce qui fait que le pain est moelleux, que la brioche est aérée, que la pizza peut être fine et pourtant bien solide. Quand on retire le gluten, on perd naturellement cette élasticité. Les produits sans gluten sont souvent plus denses, plus friables, parfois un peu secs. Si tu as déjà goûté du pain sans gluten, tu as peut-être remarqué cette impression de brique en bouche. Ce n'est pas dans ta tête, c'est simplement l'absence de cette fameuse protéine qui change toute la texture. Pour comprendre pourquoi le gluten peut poser problème chez certaines personnes, on va revenir à la base de la digestion. Sur la slide, tu vois les mots ingestion, estomac, découpage, absorption qui suivent un peu le chemin de ce qui se passe dans ton corps quand tu manges. Imagine que chaque aliment soit comme une grosse construction en briques de jeu. Ton corps ne peut pas utiliser la construction entière, il doit d'abord séparer les briques une à une. La digestion, c'est ce grand démontage. Tu manges, la nourriture arrive dans ton estomac, puis elle continue son chemin dans les intestins où les nutriments sont absorbés. Tout au long du trajet, ton organisme découpe les grosses molécules pour en faire des petits éléments que tu peux utiliser pour produire de l'énergie, réparer tes tissus ou renforcer tes os. Et pour faire ce travail de découpe, il a besoin d'outils très particuliers. Sur cette slide, tu vois ces outils sous forme de petites icônes. Ce sont les enzymes digestives. Tu peux les imaginer comme des ciseaux très spécialisés. Il y a des ciseaux pour les sucres, d'autres pour les graisses, et d'autres pour les protéines, dont le gluten fait partie. Les enzymes qui s'attaquent aux glucides vont découper les sucres complexes en petits sucres simples. Celles qui ciblent les graisses vont les transformer en acides gras, plus faciles à absorber. Et les enzymes qui s'occupent des protéines vont les couper en acides aminés, un peu comme si elles effilochaient un tissu pour récupérer chaque fil. Normalement, ton corps fabrique tout un éventail de ces enzymes. Mais chez certaines personnes, les ciseaux qui servent à découper le gluten fonctionnent mal ou sont trop peu nombreux. Dans ce cas, le gluten n'est pas complètement digéré, et c'est là que les ennuis commencent. Passons maintenant à ce qui se passe en cas d'intolérance au gluten. Sur la slide, tu vois une succession d'étapes, du gluten non digéré jusqu'aux symptômes chroniques. Cela résume très bien le mécanisme. Quand le gluten n'est pas assez découpé dans l'estomac et au début de l'intestin, il arrive plus loin dans le tube digestif sous forme de gros morceaux. Ton corps n'aime pas du tout ça. Il perçoit ces fragments comme quelque chose d'anormal, presque comme un intrus. Le système immunitaire se met alors en alerte et déclenche une réaction de défense. C'est ce que l'on appelle l'inflammation. Sauf qu'ici, il va s'attaquer à tes propres intestins, les irriter, les abîmer petit à petit. Résultat, tu peux ressentir des douleurs, des ballonnements, un ventre gonflé, parfois des troubles du transit qui durent, et une grande fatigue liée à cette inflammation chronique. Sur cette nouvelle slide, on regarde les chiffres, et tu vas voir qu'ils remettent pas mal de choses en perspective. On t'indique qu'entre 1 et 2% de la population est réellement intolérante au gluten. En France, cela représente environ 700 000 personnes, ce qui est loin d'être négligeable. Mais ce n'est pas la majorité non plus. En parallèle, tu vois qu'il y a plus de 12 millions de personnes qui achètent régulièrement des produits sans gluten. Autrement dit,
Il y a un énorme écart entre ceux qui en ont vraiment besoin pour des raisons médicales et ceux qui consomment sans gluten par choix ou par inquiétude. Cela montre bien que le sujet dépasse la simple question de santé. Il y a aussi des effets de mode, des croyances, des peurs et beaucoup d'informations parfois mélangées. L'idée ici n'est pas de juger, mais de t'aider à savoir où toi tu te situes dans tout cela. Voyons justement pourquoi il y a un tel engouement autour du sans gluten. Sur la slide, 3 idées ressortent très clairement, l'effet de mode, le marketing et la confusion. Le sans gluten est devenu une sorte de tendance lifestyle. On voit des sportifs, des influenceurs, des célébrités qui en parlent, parfois en expliquant que leur énergie ou leur poids a changé dès qu'ils ont supprimé le gluten. Forcément, cela fait rêver et cela rassure de se dire qu'il suffit d'enlever un aliment pour régler plusieurs problèmes. Les marques l'ont bien compris et surfent sur cette vague en proposant des produits sans gluten, souvent positionnés comme plus sains ou plus premium. Enfin, il y a la confusion entre une vraie intolérance, qui est une maladie à part entière, et un simple inconfort digestif, qui peut avoir d'autres causes. Tout cela alimente un grand mélange, et c'est pour cela qu'il est important de remettre un peu d'ordre. Pour remettre de la clarté, on va maintenant aller au-delà du seul gluten et parler des fameux FODMAP. Sur la slide, on t'explique que les produits céréaliers contiennent aussi des sucres fermentibles qui peuvent perturber la digestion. Les FODMAP, ce sont des petites molécules de sucre qui ont tendance à fermenter dans les intestins. Chez certaines personnes, cette fermentation produit beaucoup de gaz, de ballonnements, de douleurs, parfois même des troubles du transit. Le point important, c'est que ce n'est pas toujours le gluten qui pose problème. Parfois, c'est la famille d'aliments dans laquelle on le trouve qui est en cause, notamment certaines céréales à base de blé. Tu peux donc te sentir mieux en réduisant le blé sans être pour autant vraiment intolérante au gluten. Cette nuance change tout dans la façon de gérer ton alimentation. Regardons maintenant la question de la surconsommation de blé. Sur la slide, tu vois apparaître le pain quotidien, les pâtes régulières, les biscuits, les gâteaux et les produits industriels. Cela reflète très bien notre mode de vie actuel. En France, beaucoup de personnes mangent du pain à presque chaque repas. On ajoute à cela des pâtes plusieurs fois par semaine, sans parler des biscuits au goûter, des gâteaux du week-end, des pizzas, des quiches et de tous les produits préparés à base de farine de blé. Au final, ce n'est pas seulement la présence de gluten qui pose question, c'est surtout la place immense que prennent ces aliments dans la journée. Quand une même céréale revient du matin au soir, le système digestif finit par être sursollicité et il n'a plus vraiment de pause. Cette surconsommation de blé a un impact direct sur ton bien-être. Sur la slide, on te parle de surcharge digestive, d'inflammation, d'inconfort, de fatigue et de déséquilibre. Concrètement, cela peut ressembler à ce que tu vis peut-être déjà. Tu manges des pâtes le midi, un sandwich le soir, du pain au petit déjeuner et tu te retrouves avec le ventre lourd, des ballonnements qui reviennent souvent, un coup de barre après les repas et la sensation de ne pas digérer léger. Même sans intolérance avérée, ton système digestif peut être saturé. À la longue, cette petite inflammation de fond peut aussi fatiguer ton organisme, perturber ton transit et déséquilibrer ton alimentation en laissant moins de place aux légumes, aux protéines de qualité et aux autres sources de féculents. Ce n'est donc pas forcément le gluten tout seul qui est en cause, mais la manière dont il est omniprésent dans ce que tu manges. Sur la slide suivante, on attire ton attention sur les produits sans gluten eux-mêmes. On pourrait croire qu'ils sont forcément meilleurs pour la santé, mais ce n'est pas si simple. On t'explique qu'ils sont souvent plus transformés et déséquilibrés nutritionnellement. Quand on retire le gluten d'un produit de boulangerie, on perd en texture et en plaisir en bouche. Pour compenser, l'industrie ajoute souvent plus de graisse, plus de sucre et plus d'additifs pour retrouver une texture agréable et un goût qui donne envie d'en remanger. Au final, tu peux te retrouver avec un biscuit ou un pain sans gluten qui est plus gras, plus sucré et plus salé que la version classique. L'étiquette met en avant le sans gluten, mais cela ne veut pas dire que le produit est globalement plus sain. C'est vraiment un point essentiel à garder en tête avant de remplir ton panier. La slide suivante illustre tout cela avec une comparaison nutritionnelle. Tu vois des barres qui représentent les sucres, les graisses, le sel et les fibres dans des produits avec ou sans gluten. Visuellement, on remarque que les barres des sucres, des graisses et du sel montent souvent plus haut pour les produits sans gluten, alors que la barre des fibres n'est pas forcément meilleure. Cela veut dire qu'en te focalisant uniquement sur la mention sans gluten, tu peux en réalité augmenter ta consommation de produits très transformés, qui ne t'aident ni pour ta santé ni pour ta silhouette. L'idée n'est pas de diaboliser tous les produits sans gluten. Certains peuvent avoir leur place quand il y a une vraie intolérance, mais de t'inviter à regarder l'ensemble de la liste d'ingrédients et pas seulement le message mis en gros sur la boîte. Revenons maintenant à une question que tu te poses sûrement. Faut-il arrêter le gluten pour perdre du poids? Sur la slide, la réponse courte est très claire. Non. Arrêter le gluten en soi ne fait pas maigrir. Ce qui peut faire bouger la balance, c'est plutôt le fait de réduire les féculents raffinés et les produits industriels au sens large. Quand on décide de supprimer le gluten,
On enlève souvent en même temps le pain blanc, les pâtes blanches, les biscuits, les gâteaux et beaucoup de produits très caloriques et peu rassasiants. Du coup, on mange plus de fruits, de légumes, de féculents plus bruts, on cuisine davantage et on rééquilibre l'ensemble de l'assiette. Ce sont ces changements globaux qui peuvent t'aider à perdre du poids, pas l'absence de gluten en tant que tel. C'est important de le comprendre pour ne pas se tromper de combat. Sur la slide suivante, on parle des vrais coupables à éviter. Et là, tu vois apparaître les féculents industriels ultra transformés, le pain blanc quotidien et les produits de boulangerie industrielle. C'est vraiment eux qu'il faut cibler en priorité. Les pâtes à tarte, prêtes à dérouler, les purées en flocons, les pommes dauphines industrielles, les biscuits et les brioches de supermarché sont fabriqués avec des farines très raffinées, très proches du sucre pur. Et font monter rapidement la glycémie, ne calent pas longtemps et poussent souvent à grignoter. Si tu cherches à prendre soin de ta santé et de ton poids, il est beaucoup plus efficace de limiter ce type de produits, même s'ils contiennent du gluten, plutôt que de te jeter sur toutes les versions sans gluten qui restent ultra transformées. Voyons maintenant les recommandations pratiques. Sur cette slide, on te propose plusieurs pistes, et l'idée est de les transformer en habitudes simples du quotidien. D'abord, privilégie la variété. Au lieu de manger du blé à tous les repas, essaie d'alterner les sources de féculents au fil de la semaine. Ensuite, dès que tu le peux, choisis des produits complets ou semi-complets, comme des pâtes complètes, du riz complet ou du pain complet. Ils apportent plus de fibres, plus de minéraux et permettent une digestion plus progressive. Pense aussi à explorer d'autres céréales et pseudo-céréales et limite autant que possible les produits ultra transformés, qu'ils soient avec ou sans gluten. Plus tu te rapproches d'aliments bruts, simples, que tu cuisines toi-même, plus ton corps te dira merci. Sur cette slide, tu vois justement des alternatives aux féculents à base de blé. Tu as par exemple le riz et le quinoa, qui sont naturellement sans gluten et riches en minéraux. Ils se marient très bien avec des légumes et des protéines, et ils sont faciles à préparer au quotidien. Tu as aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges, qui sont d'excellentes sources de protéines végétales et de fibres. Elles calent bien et soutiennent l'énergie sur la durée. Les tubercules, comme la pomme de terre ou la patate douce, t'apportent des fibres et des vitamines, surtout si tu gardes la peau quand c'est possible. Enfin, des pseudo-céréales comme le sarrasin ou l'amarante offrent des profils nutritionnels très intéressants et permettent de varier les goûts et les textures. Tu peux ainsi diversifier ton assiette sans te sentir frustré. Passons maintenant à un point très important. Quand faut-il consulter un spécialiste? Sur la slide, on te rappelle plusieurs signaux qui doivent t'alerter. Si tu as régulièrement des douleurs abdominales après avoir consommé des produits céréaliers, si tu es souvent ballonné, avec un inconfort digestif qui revient encore et encore, si tu remarques une fatigue inhabituelle, une perte de poids involontaire ou des troubles du transit fréquents avec diarrhée ou constipation, alors ce n'est pas le moment de t'auto-diagnostiquer. Seul un médecin, éventuellement avec l'aide d'examens spécifiques, peut confirmer une vraie intolérance ou une maladie cœliaque. C'est essentiel de faire ce bilan avant de supprimer totalement le gluten, sinon les tests pourront être faussés et tu risques de passer à côté d'un vrai diagnostic. Sur cette avant-dernière slide, on revient sur la réalité quotidienne des personnes vraiment intolérantes au gluten. La phrase que tu vois résume bien la situation. L'intolérance au gluten n'est pas un effet de mode, c'est une contrainte de tous les jours qui impacte fortement la vie sociale. Pour ces personnes, une petite erreur peut déclencher une crise très douloureuse. Aller au restaurant devient un casse-tête, il faut vérifier chaque plat, poser des questions, parfois renoncer. Faire les courses demande une vigilance constante, à lire toutes les étiquettes, à repérer les traces possibles de gluten. Cela peut peser sur les relations sociales, les invitations, les voyages. C'est pour cela qu'il est important de respecter cette réalité et de ne pas banaliser cette maladie. Si toi, tu choisis de réduire le gluten par confort, c'est très bien. Mais n'oublie pas que pour d'autres, c'est une obligation médicale et une vraie charge mentale. On arrive à la dernière slide, celle où l'on résume l'essentiel à retenir. Le message principal, c'est que le gluten n'est pas l'ennemi universel. Seule une petite partie de la population, autour d'1 à 2%, est réellement intolérante. Et pour ces personnes-là, l'éviction est indispensable. Pour la grande majorité, la clé n'est pas dans les interdits, mais dans la variété. Diversifier tes sources de féculents, choisir plus souvent des versions complètes, limiter les produits ultra transformés et faire un peu plus de place aux légumes, aux fruits et aux protéines de qualité, c'est cela qui construit une alimentation équilibrée sur le long terme. Les produits sans gluten ne sont pas automatiquement plus sains et peuvent même être plus riches en sucre, en graisse et en sel. Alors, plutôt que de te priver sans raison médicale, je t'encourage à viser l'équilibre global et à apprendre à mieux écouter ton corps. Si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire
Quel est le premier conseil que tu as envie de tester? Est-ce que ce sera de varier tes féculents, de passer à plus de complets ou de réduire les produits ultra transformés? Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour ta santé. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouveau thème. Salut!